Dans cette séquence, on va donc parler d'une notion importante dans le programme des troisième année sciences expérimentales, à savoir le milieu intérieur. C'est un cours qui fait le lien avec les chapitres qui vont suivre, donc l'excrétion urinaire et la régulation de la glycémie. On va essayer donc de simplifier les notions étudiées dans ce milieu intérieur et par la suite, dans d'autres séquences, on va parler de l'excrétion urinaire et de la régulation de la glycémie. Donc, le milieu intérieur, c'est une notion qui a été pour la première fois introduite par Claude Bernard, scientifique très connu pour ses protocoles expérimentaux. Donc, Claude Bernard a posé l'hypothèse selon laquelle les organismes pluricellulaires, donc les êtres vivants formés de plusieurs cellules, ont créé à l'intérieur de leur corps un milieu dans lequel vont se faire les échanges vitaux pour maintenir les cellules de l'organisme en vie. Donc, de quoi est formé ce milieu intérieur? C'est un ensemble de 3 compartiments. Ce sont des compartiments liquidiens, le compartiment sanguin, donc la circulation sanguine avec le liquide sanguin, le compartiment interstitiel, c'est un liquide qui entoure les cellules de tous les tissus du corps, c'est le liquide interstitiel ou bien on dit lymphe interstitielle, et le compartiment lymphatique, c'est un système circulatoire, ce sont des vaisseaux, des canaux qui font circuler un liquide qu'on appelle donc la lymphe. Ces 3 liquides sont en réalité en contact les uns avec les autres. Ils réalisent des échanges continus, perpétuels. On va donc essayer d'expliquer un peu comment se font les échanges entre les liquides de ce milieu intérieur. Tout d'abord, on va considérer que la porte d'entrée du milieu intérieur d'un point de vue alimentaire, nutritionnel, c'est l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est la partie du tube digestif responsable de l'absorption des nutriments. Donc, au niveau de l'intestin grêle, les nutriments qui proviennent de la digestion seront absorbés et vont se retrouver dans le sang veineux. On parle donc de l'absorption intestinale. On reviendra à l'absorption intestinale dans le cadre d'une autre séquence. Donc, les nutriments absorbés par l'intestin grêle vont se déverser dans la voie sanguine, c'est-à-dire le sang veineux, et par un chemin que vous étudiez dans le cours de l'absorption intestinale, ces nutriments vont rejoindre le cœur. Le cœur, donc, c'est la pompe qui fait circuler le sang dans le corps. Le cœur va envoyer ces nutriments à travers le sang artériel. Le sang artériel est évacué du cœur dans des artères, ensuite des artérioles, et en arrivant au tissu vivant et à l'intérieur des organes, les artérioles vont donner ce qu'on appelle les capillaires sanguins. Et c'est au niveau des capillaires sanguins que les échanges vont finalement se faire avec les cellules vivantes. C'est-à-dire que les nutriments ne passent aux cellules qu'en arrivant à des capillaires sanguins à ramifications très fines à l'intérieur même des organes. Que contient ce liquide sanguin? Donc c'est une solution, c'est aqueux, c'est de l'eau. Le liquide, proprement dit, c'est le plasma. Ça renferme 3 types de cellules sanguines. Les leucocytes, ou bien globules blancs, ce sont les cellules les plus grosses et les moins nombreuses du liquide sanguin. Ces globules blancs assurent donc un rôle principalement immunitaire. Les hématies, ou bien les globules rouges, ou on dit aussi érythrocytes, ce sont des cellules sans noyau, plus petites que les globules blancs, plus nombreuses que les globules blancs, et elles portent le pigment hémoglobine qui est capable de fixer l'O2 respiratoire. Il y a les plaquettes, les cellules les plus petites contenues dans le liquide sanguin. Ces plaquettes vont jouer un rôle très important, primordial, dans l'arrêt des hémorragies qui peuvent atteindre la circulation sanguine. Donc, au niveau de ces capillaires sanguins, la paroi des capillaires est formée de cellules qui forment entre elles des petits pores, des petits espaces qui vont permettre le passage seulement des éléments de petite taille, donc tels que les nutriments. Ça veut dire qu'au niveau de la paroi de ces capillaires sanguins vont finalement se faire les échanges entre le sang et les cellules vivantes. Donc les nutriments vont passer grâce à leur petite taille de la circulation sanguine
au liquide interstitiel qui entoure les cellules, ça ne veut pas dire que c'est le liquide sanguin qui est en train de quitter les vaisseaux. Le liquide sanguin va continuer à circuler dans les vaisseaux sanguins, mais les nutriments et l'O2 vont passer dans l'espace qui entoure les cellules vivantes. Les cellules donc vont réaliser leurs échanges nutritionnels. Donc les cellules absorbent les nutriments, absorbent l'O2, elles rejettent des déchets métaboliques. Donc ces déchets seront aussi déversés dans le compartiment interstitiel. Ces déchets seront évacués par la circulation sanguine. Plus on avance dans le tissu, dans l'organe, plus les capillaires vont s'enrichir en déchets et en CO2, et ça va par la suite donner les vénules, les veines, et ça va finalement revenir au cœur, et tout le circuit va se répéter. Au niveau du sang veineux, il y a toujours des nutriments apportés par l'alimentation grâce à l'absorption intestinale, et ça constitue en quelque sorte un cycle où il y a des apports grâce à l'absorption intestinale et des déchets rejetés par le métabolisme même des cellules. Qu'est-ce qui va arriver à ces déchets rejetés par les cellules? Un organe très important dans le corps, le rein, responsable de ce qu'on appelle l'excrétion urinaire. Donc les déchets, en arrivant à la vascularisation très développée au niveau du rein, ces déchets vont peu à peu quitter la circulation sanguine, passer dans l'appareil urinaire, et ça va former le liquide qui sera rejeté par le corps, l'urine, et ainsi le rein assure l'épuration du milieu intérieur. Qu'est-ce que ce terme épuration? Bien sûr, ça provient de pur. Épuration, ça veut dire que tout ce qui est déchet sera débarrassé du corps et tout ce qui est nutriments et éléments utiles à l'organisme seront retenus dans le milieu intérieur. C'est donc l'un des rôles de l'excrétion urinaire qu'on va expliquer dans une autre séquence. On revient donc à ce liquide interstitiel où vont se faire tous les échanges nécessaires à la survie des cellules. Il y a l'autre circulation, c'est la circulation lymphatique. Le liquide qui entoure les cellules, c'est le liquide interstitiel ou bien lymphe interstitielle. Une partie de ce liquide va pénétrer dans une autre circulation, c'est la circulation lymphatique. Une partie donc de ce liquide interstitiel avec ce que ça contient en nutriments, parce que la circulation lymphatique contient les leucocytes en grand nombre. La lymphe joue principalement un rôle immunitaire. Ces leucocytes ont besoin aussi de s'alimenter, de se nourrir, donc les nutriments vont aussi passer dans la circulation lymphatique. Une remarque très importante concernant ces globules blancs, ces leucocytes, leur grande taille devrait en principe les empêcher de quitter la circulation sanguine, mais ils ont une capacité spéciale. Ces leucocytes sont capables de se déformer pour pouvoir quitter la circulation sanguine, se retrouver entre les cellules, puis pénétrer dans la circulation lymphatique et tout va se répéter. C'est ce qu'on appelle la surveillance immunitaire, mais ça fait partie du programme de 4e année dans le thème immunité. Donc, au niveau des vaisseaux lymphatiques, qu'est-ce qui va arriver à cette lymphe qui circule dans ces vaisseaux lymphatiques? Cette lymphe va finalement rejoindre le sang veineux au niveau d'un vaisseau qu'on appelle la veine sous-clavière gauche. Donc, en quelque sorte, la lymphe se mélange à nouveau au sang. Le cœur va à nouveau pomper le sang. Et au niveau de la paroi des capillaires, le passage des nutriments, donc d'une partie du compartiment sanguin au compartiment interstitiel, est un mécanisme qu'on appelle l'ultrafiltration. Ultrafiltration, donc, c'est la séparation des éléments composant le sang selon leur taille. Les petits composants sont capables de quitter le sang pour former finalement ce qu'on appelle le liquide interstitiel. Les grands éléments, tels que des protéines par exemple, les hématies, les plaquettes, ce sont des cellules grasses.
ne peuvent pas quitter la circulation sanguine. Donc, d'un autre point de vue, on peut considérer que tous les liquides, ces trois liquides du milieu intérieur, composent en réalité un même liquide qui change légèrement de composition en passant d'un compartiment à un autre, mais qui est toujours en perpétuelle circulation dans le corps. Ça assure donc la survie des cellules des organismes pluricellulaires. Et voilà donc ce qu'on peut dire concernant ce milieu intérieur.